Alors, je voudrais démarrer par une question. En fait, j'aimerais bien que lèvent la main tous ceux qui considèrent qu'ils ne savent pas dessiner. Voilà, donc en général, c'est la réponse qu'on obtient. Il y a quelques courageux qui ont osé ne pas lever la main. Mais voilà, en général, en France, quand on demande à un groupe « est-ce que vous savez dessiner ?» la réponse générale, c'est « non, non, pas du tout ». Ouh là là. Alors du coup, moi, quand je parle de mes histoires, là, on me dit « oui, oui, non, non, mais c'est très bien, c'est très intéressant, mais c'est pas pour moi, parce que moi, je ne sais pas dessiner ». Donc à partir de là, évidemment, si on commence l'échange comme ça va commencer avec vous, extérieur, moi qui vous raconte mon métier. Et j'aimerais bien, du coup, commencer l'exposé en faisant un peu tomber cette idée-là. Parce que quand je vais dans vos bureaux, ce qui m'arrive de temps en temps, pas chacun de vous, mais j'observe, je regarde ce que je vois, et je vois des tas de choses. Je vois des schémas, vous voyez, des papiers, des paperboards sur lesquels on a mis des flèches, on a mis des formes. Je vois des post-it avec des émoticônes, des petits smileys, des cœurs, des soleils, tout ça. Et donc ça, si on regarde, si on réfléchit un peu, ça s'appelle des dessins. Voilà. Si on part d'une définition simple qu'un enfant pourrait admettre, si vous dites je ne sais pas trop ce que je fais, je produis une image avec des traits sur une feuille, vous dites tu fais des dessins, quoi, ça s'appelle dessiner. Donc, dans une version, vous voyez, très très simple, on peut dire que vous pratiquez tous ça, le dessin, ça concerne tout le monde. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes tous des grands dessinateurs, ça ce serait de la démagogie. La démagogie serait de vous dire, en sortant d'ici, si vous croisez Léonard de Vinci, vous pouvez lui dire oui, bon, finalement, vous et moi, on fait un peu le même travail, si on arrête de chipoter sur des détails, bon, ça serait peut-être un peu démagogique. Mais néanmoins, ça me frappe, et je voulais commencer par ça, à quel point nous avons, avec le dessin, les uns et les autres, une relation assez étrange. En résumé, notre position collective en Occident aujourd'hui, c'est de considérer qu'il y a ceux qui savent dessiner, alors eux, dès qu'ils prennent un crayon, c'est parfait, c'est une œuvre, et puis il y a ceux qui ne savent pas dessiner, alors ceux-là, ils n'oseraient même pas imaginer, vous voyez, qu'ils pourraient avoir le droit de prendre un crayon et de tracer quelque chose, ce serait tout de suite honteux. Et bien sûr, ceux qui ne savent pas dessiner, c'est la majorité, évidemment. Alors c'est particulièrement frappant et troublant si on compare avec d'autres modes d'expression, par exemple avec l'écriture. Vous savez tous, nous savons tous qu'il existe des grands écrivains. Vous voyez qu'il y a des Victor Hugo, des gens qui ont, avec l'écriture, une relation infiniment plus fine, subtile que nous. Je suppose que dans cette pièce, cela n'empêche personne de produire lui-même, d'écrire des mails, des textos, des rapports. Vous voyez, personne ne se dit « Ah oui, non, non, mais oulala, je ne suis pas Victor Hugo, donc je ne suis pas digne, pas légitime pour commencer à écrire des rapports, des lettres d'amour, que sais-je. » Et étrangement, avec le dessin, nous avons cette pudeur-là, puisque nous ne sommes pas des grands dessinateurs, alors l'idée que le dessin pourrait nous servir d'écriture est complètement en dehors de notre champ de conscience. Alors, tout ce dont je vais vous parler maintenant, ça part justement d'un grand mouvement mondial qui dit « Non, mais il est temps de faire sauter cette barrière-là. Il est temps d'admettre que nous sommes tous des dessinateurs. » Alors, c'est une chose de le dire, mais il faut aller un peu plus loin et faire tomber quelques croyances en plus. Une croyance assez forte autour du dessin, c'est l'idée, le dessin, ça ne s'apprend pas. Il y a une vidéo de Cyprien, comme ça, assez réussie, parce qu'il sait dessiner, il montre des gens qui lui disent « Ah, qu'est-ce que tu as de la chance de savoir dessiner !» Comme si on disait « Qu'est-ce que tu as de la chance de savoir faire du tennis ?» Ben non, j'ai bossé, excusez-moi. Voilà. Et donc il y a cette idée que le dessin, ça serait quelque chose, vous voyez, une espèce de don du ciel. Alors, il y a des gens, voilà, ils savent dessiner, puis les autres, ils ne savent pas. Alors, moi, je suis bien placé pour vous en parler, parce que je suis plutôt un laborieux. Vous voyez, moi, il m'a fallu 40 ans, en gros, pour arriver à un niveau où, bon, maintenant, ça va, j'en vis, je suis très content. Mais quand j'étais à l'école, en primaire, en collège, jamais un professeur ne m'a remarqué en disant « Oh là là, qu'est-ce qui s'est bien dessiné ?» Je n'ai pas l'impression d'avoir eu un talent inné, donc je peux vous dire, le dessin, c'est vraiment de la sueur, en fait. Et donc, ça s'apprend. Première croyance à faire tomber. Mais alors, je me suis demandé pourquoi sommes-nous à ce point convaincus que dans le dessin, il y a une notion innée, il y a quelque chose de naturel. En y réfléchissant, je me suis dit tout simplement parce qu'effectivement, dans le dessin, il y a une notion innée et naturelle. C'est-à-dire, si vous donnez à un enfant de 3, 4, 5 ans un crayon, une feuille, il n'y a pas besoin de faire une grande étude statistique, on sait tous que ce que va faire l'enfant, c'est qu'il va prendre la feuille et il va faire un dessin. Et voilà, sauf cas exceptionnel, en particulier, sauf cas où les parents sont particulièrement durs,
En général, même les gribouillis de vos enfants, vous serez émerveillés, vous allez les accrocher sur le frigidaire, tellement vous trouverez ça formidable. Et c'est objectivement, il y a vraiment quelque chose de la vitalité d'un dessin d'enfant, même un gribouillis, qui est quelque chose que les grands peintres du XXe siècle, Picasso en tête, n'ont pas arrêté de rechercher, parce que voilà, il y a une force vitale dans le dessin de l'enfant qui est très inspirante. Autre expérience que je vous propose, il n'y a pas besoin non plus de faire des grandes statistiques, mais vous proposez à votre enfant ce soir, qui n'a jamais pris de cours de musique, vous le mettez devant un piano ou une guitare ou je ne sais quoi, vous lui dites vas-y, vous voyez. Bon, il est possible que vous ne soyez pas aussi enchanté par sa production musicale que par les gribouillis qu'il aura fait. C'est-à-dire, j'ai jamais vu des parents, vous voyez, quand je viens chez eux, me faire écouter la symphonie que leur enfant a spontanément composée au piano, bon, sauf génie exceptionnel. Autrement dit, il y a dans la musique en première approche une dimension culturelle, ça s'apprend, alors que dans le dessin, je ne sais pas l'expliquer, hein, ça je m'arrête là, mais il y a en première approche un aspect très très naturel qui a été vérifié dans le monde entier, on laisse des traces très naturellement. Donc il y a bien une dimension innée dans le dessin, seulement ce n'est pas une dimension innée réservée à quelques élites qui auraient été bénies des dieux, c'est une dimension naturelle, universelle. Nous avons tous, enfants, chaque personne dans cette salle, sauf destin très exceptionnel, a goûté le plaisir de tracer. Et du coup, dans vos bureaux, on voit les dessins de vos enfants, enfin peut-être. Et ce qui me frappe toujours, c'est que je me dis, mais vos dessins à vous, quand vous gribouillez quelque chose, ça finit immédiatement à la poubelle. Voilà, il y a peut-être quelque chose d'un peu dommage, en fait, là-dedans. Et enfin, une autre croyance, vous voyez, une fois que j'ai expliqué tout ça, les gens me disent « Ah oui, non, c'est bien ce que tu fais, mais ça doit être intéressant pour les visuels. » Oui, ce qui est une façon de dire non, c'est bien, mais c'est pour une petite catégorie dont je ne fais pas partie, les gens qui sont visuels. Vous voyez, alors, j'ai réfléchi à ça parce que je me dis ah oui, c'est vrai, peut-être qu'en fait je suis dans une petite niche là pour les visuels. Alors c'est vrai que si on parle de consommer du dessin, d'observer des dessins, observer des dessins c'est une opération visuelle. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais déjà, de quelle niche parlons-nous? Les visuels, selon les études, je ne sais pas comment elles sont faites, mais les chiffres qui circulent, c'est que 65% de la population est à dominante visuelle. Donc ce n'est pas une petite niche, c'est les 2/3 en gros de la population. Et puis ça, c'est ceux qui sont à dominante visuelle. Hein, si on réfléchit, il y a 98,3% des Français qui ne sont pas malvoyants. Donc je veux bien qu'on m'explique que ce soit pour les visuels, vous voyez, mais bon, les visuels, c'est quand même beaucoup de monde hein, au global. Et puis, la pratique dont je vais vous parler, elle ne consiste pas seulement à regarder des images, elle va vous inviter aussi à écouter des gens, et donc vous ferez travailler votre canal auditif. Ensuite, à réfléchir à ce qu'ils vous ont dit, donc vous allez mobiliser des capacités analytiques, synthétiques. Ça va passer par votre main, par votre corps, donc il y aura une mobilisation kinesthésique. Et puis évidemment, si c'est du dessin, ça mobilisera du visuel. Donc voilà, s'il y a dans cette salle des gens qui ne sont ni auditifs, ni analytiques, ni visuels, ni kinesthésiques, alors effectivement, j'admets, vous n'êtes pas concernés, l'odorat n'est pas impliqué dans ce dont je vais parler. Pour le reste, a priori, tout le monde est concerné par la pratique que nous allons aborder. Donc ce n'est pas seulement pour les visuels. Alors, nous sommes donc tous des dessinateurs. Alors pour ma part, oui, je suis un dessinateur comme vous, et pendant toute une première partie de ma vie, oui, je vais commencer par vous parler de moi, parce que vous savez, on est en train de fêter mai 68 en ce moment, et puis c'était la grande question en mai 68, quand on prenait la parole, aussitôt quelqu'un vous disait « Mais camarade, d'où nous parles-tu » Voilà, donc je vais vous expliquer moi d'où je vous parle. J'ai eu une première période de ma vie où j'étais, pendant 15 ans, pendant la journée, moi j'avais un métier très sérieux, hein, j'étais consultant management, et puis manager de manager. Et puis j'aimais ça, hein, mais le truc c'est que la nuit, mon énergie était occupée à d'autres choses, à des projets artistiques, en particulier autour du dessin. Et je vivais ça comme une malédiction, parce que je me disais, mais jamais je pourrais vraiment me déployer dans un domaine ou dans l'autre, puisque mon énergie est divisée des deux côtés. Et donc ça fait maintenant 8 ans, en 2010, ça se passait bien, mais j'ai senti, ok, je vais devenir vraiment dessinateur, et puis assez vite, je me suis dit, je ne vais pas faire table rase de ce que j'ai vécu avant, je vais chercher s'il n'y a pas des choses à faire en tant que dessinateur dans le monde de l'accompagnement. Et assez vite, j'ai vu que c'était un terrain très fertile. Donc j'ai commencé, là, 2009-2010, j'ai dit à des clients, tiens, je pourrais venir dans des séminaires, et puis je couvrirais les murs de papier, puis je ferais une fresque miroir pour retraduire les dynamiques de votre groupe. Et là, des clients assez au fait, en 2009-2010, on ne parlait pas beaucoup de ces méthodes, et ils m'ont dit, ah oui, bien sûr, on connaît, ça s'appelle du graphic recording, ça vient de la Silicon Valley. Alors j'ai dit, oui, c'est ça que je fais. Et donc ça m'a beaucoup aidé de savoir que j'étais pas du tout seul, qu'il y avait en fait toute une population dans le monde entier, en fait, d'intervenants qui étaient en train d'émerger.
Et donc c'est un mouvement absolument mondial, c'est parti des États-Unis avant nous, hein. Déjà ça fait déjà 20-30 ans qu'ils sont là-dessus, là ça fait une dizaine d'années que ça explose en Europe, en Chine, au Japon c'est parti très très fort, et puis là en sortant le livre je suis contacté par des tas de gens d'Amérique du Sud qui visiblement sont assez chauds sur le sujet, donc voilà, il y a un mouvement mondial. Donc ça, c'est le mérite de l'innovation. Vous croyez que vous avez une idée originale. En fait, quand on a une idée, la plupart du temps, elle ne nous appartient pas, elle est dans l'air et on est plein à l'avoir en même temps. Et c'est beaucoup plus facile de développer une activité quand on est très nombreux dessus. Alors, ce que j'ai vite constaté, c'est que c'est un terrain en ébullition et du coup, dans lequel c'était quand même assez compliqué de se repérer. C'est-à-dire on entendait parler de tas de trucs, du doodling, des cartes mentales, du dessin, du coaching visuel, du scribing, du graphic recording, des big maps, etc. Donc je ne sais pas si vous arrivez à vous repérer dans tout ça. Moi j'étais assez perdu et c'est la raison pour laquelle il y a 2 ans je me suis dit tiens ça serait intéressant d'écrire un livre qui essaye de donner une vision. Déjà moi ça m'aiderait à me repérer, d'y réfléchir sérieusement. D'où la naissance de ce livre. Alors la première idée dans ce livre ça a été de me demander mais pourquoi cette émergence aujourd'hui du dessin. Pourquoi, alors que le dessin ça existe depuis les cavernes, hein, donc on ne peut pas dire que ça a été inventé en 2018, pourquoi y a-t-il aujourd'hui une émergence de cette pratique dans le monde entier, à quoi ça répond? Et donc j'ai dû me demander mais quelle est la spécificité du dessin, quelle est la vocation de cette pratique particulière? Et en revenant dans le passé, je me suis rendu compte que le dessin, traditionnellement, n'est pas considéré comme un art. Parce que dans la vision traditionnelle, en Occident en tout cas, on distingue la conception et la réalisation d'une œuvre. Et le dessin, ça vient dans la conception. Dessiner, ça m'aide à imaginer. Mais par contre, l'art, c'est autre chose. L'art, c'est la réalisation de l'œuvre. Donc, vous voyez, si vous faites de l'architecture, le plan, vous le dessinez, mais l'œuvre, c'est la maison, évidemment, une fois construite. Dans une peinture, vous allez faire une esquisse, mais l'œuvre, c'est la peinture réalisée. Et donc, paradoxalement, si le dessin n'était pas un art, c'est parce qu'il était en amont de tous les arts, en fait. Dans tout art, on commence par prendre des notes sous forme de dessin, y compris, dans certains cas, dans la danse, dans la musique. Donc ça nous dit déjà quelque chose de la vocation propre du dessin. Le dessin, il sert dans ces périodes très particulières en amont, quand un concept, une idée demande à émerger et qu'il faut lui donner forme. Voilà, il est là pour accompagner des phases d'ébullition créative. Premier indice. Et alors, dans notre époque, voilà, autant dans le passé on a aimé les pyramides, autant à notre époque, vous le savez, on n'est même plus dans une époque de changement, on est dans une période de disruption totale dans tous les domaines. Et donc, notre pensée n'arrête pas d'évoluer, il n'y a plus que le dessin, l'écriture qui peuvent suivre le rythme, parce que nous ne voulons plus rien figer dans le marbre, quoi. Donc c'est une première résonance qui m'a paru évidente entre le dessin et notre époque. Une autre caractéristique du dessin, à avoir avec la tendance que nous avons aujourd'hui à faire tomber toutes les frontières. Je ne parle pas seulement des frontières des pays, qui dans certains cas se renforcent, mais des frontières mentales, vous voyez, des frontières entre les métiers, le besoin de transdisciplinarité dans tous les domaines. Et alors, jusqu'à présent, j'ai parlé du dessin, bon, histoire d'être simple, mais en fait, quelqu'un qui fait du dessin aujourd'hui, dans la plupart des cas, s'il n'est pas dans une petite niche sur le marché de l'art, dans la plupart des cas, en fait, il pratique ce que j'ai appelé du coup les arts dessinés hybrides, c'est-à-dire du dessin mélangé à autre chose. Vous voyez, il fait du dessin et de la littérature, ça s'appelle de la bande dessinée ou des livres illustrés. Il fait du dessin et du cinéma, ça s'appelle des films d'animation, du vidéoscribing. Autrement dit, une caractéristique du dessin, c'est qu'il il permet énormément d'hybridation, il se mêle à beaucoup d'autres modes d'expression. C'est un moyen d'expression qui s'insère facilement dans des dispositifs un peu bâtards, un peu transdisciplinaires. Et ça aussi, c'est intéressant par rapport à notre époque. Et en particulier, alors, une des mixités qui paraît évidente, mais qui en fait est très fondamentale, c'est que le dessin peut, dans certains cas et sous certaines conditions, se mêler au texte. Alors vous dites, oui, bon, c'est pas une grande invention, mais quand même, ça permet d'avoir plusieurs niveaux de lecture, de créer des lectures complexes avec des niveaux qui s'adressent à la fois à la logique, au rationnel, et puis des niveaux qui s'adressent à des niveaux en nous plus analogiques et sensibles. Ça paraît évident parce qu'on est entouré de supports hybrides comme ça, mais ça a été toute une longue histoire. Il y a toute une histoire, quelqu'un comme Benoît Peter, ça fait des essais où il essaye de recenser toutes les expériences au cours du temps pendant lesquelles on a essayé de mêler des mots et des images, et il dit finalement pendant très longtemps, ça paraissait pas très convaincant, quoi. Le mot et l'image se comportaient comme l'huile et l'eau, on essaye de les mélanger, puis en fait ça marche pas très bien. Et c'est seulement en particulier au début du 19e siècle, que quelqu'un comme Rodolphe Töpffer a inventé la bande dessinée, entre autres, puis après il y a eu plein d'autres codifications, mais la bande dessinée a été à l'époque saluée par le grand Goethe comme une invention vraiment pleine de promesses, quoi. Il avait senti qu'il y avait derrière ça quelque chose de très très précieux.
Alors c'est une chose d'inventer des supports comme ça, hybrides, permettant des lectures complexes. C'en est une autre de trouver des lecteurs. Et pendant très longtemps, on doit constater que la bande dessinée, le dessin illustré, c'est ce que disait Ludovic en introduction, ça a été considéré comme quelque chose pour les enfants. Hein. En gros, pendant l'essentiel du XXe siècle, on a dit la bande dessinée, les livres illustrés, c'est pour les enfants. Ça reste une question. Aujourd'hui, il y a des bandes dessinées sur tous les sujets adultes, mais quand même, pourquoi il s'est passé ça? Donc il y a des tas de philosophes, experts de la bande dessinée qui disent des tas de choses intéressantes et qui répètent à la radio encore aujourd'hui que ça doit être parce que la bande dessinée a une relation par nature avec l'enfance. Il y a quelque chose d'enfantin dans la bande dessinée. Peut-être, mais peut-être pas. Il y a d'autres hypothèses. Il y en a une autre qui circule, qui est de dire qu'en fait, lire un support hybride mélangeant du texte et du dessin, c'est pas facile. Sur le plan cognitif, on le sait que quelqu'un qui n'a pas lu de bande dessinée dans son enfance n'a pas les connexions neuronales, donc y compris si c'est un grand intellectuel du début du XXe siècle, vous voyez, très cultivé. Vous lui donnez un support, une bande dessinée où il doit lire à la fois du texte et du dessin, et vous lui dites oui, tu transformes ça intérieurement en une expérience agréable, fluide de lecture, il est tout à fait possible qu'il n'y arrive pas en fait. Et par contre, à la même époque, des enfants qui avaient le cerveau tout frais, naturellement, ils ont trouvé comment lire ces supports et en faire une expérience de plaisir. Et donc, il est possible, on ne sait pas, mais il est possible que ceci ait joué un rôle dans le fait que les élites, pendant toute cette période, aient considéré que les arts majeurs étaient des arts purs, qu'ils aient dit en gros mélanger texte et dessin, très peu pour moi, quelle horreur infantilisante, les arts majeurs sont des arts purs. Aujourd'hui, on a complètement changé de paradigme. Les jeunes adultes d'aujourd'hui ont grandi avec 50 ans d'histoire de l'image, de société de l'image, ils sont entourés de supports hybrides partout, et donc naturellement, ils répondent « Bon, moi, j'adore ces mélanges, je crois plutôt que tu ne sais pas les lire, il faut te connecter le cerveau, papy. » Ceci, que personne ne se sente concerné. Alors, cette invention de support hybride, elle a eu lieu bizarrement dans deux domaines qui n'étaient vraiment pas faits pour se rencontrer a priori. D'un côté, il y a ce dont je viens de parler, il y a les arts dessinés. Donc là, c'était un univers de dessinateurs, d'auteurs, d'artistes qui faisaient du dessin d'art, de l'illustration, et puis qui ont créé la bande dessinée, le dessin d'humour, le dessin animé. Et il y avait un autre monde, alors, qui a priori n'avait vraiment rien à voir, qui est un monde d'ingénieurs, que j'ai appelé la pensée visuelle. Alors il y a des débats sur ce qu'on appelle la pensée visuelle, mais là, ce que j'ai appelé la pensée visuelle, ce sont tous ces chercheurs qui, surtout au 19e siècle, ont eux aussi créé des codifications pour rendre de la connaissance visuelle, donc des codifications mélangeant de l'image et du texte. Donc c'était des schémas, des graphiques, des diagrammes, des cartes, oui, mais a priori c'est un monde qui n'a vraiment rien à voir avec les arts dessinés. Et il s'est passé un truc dont on n'a pas vraiment pris conscience il y a une trentaine d'années à travers le développement des cartes mentales, des choses comme ça, des choses qui venaient des États-Unis. C'est développé l'idée chez certains chercheurs que peut-être à l'intérieur de ces diagrammes, des schémas, ce serait intéressant d'introduire des éléments issus des arts dessinés pour exprimer des choses qui seraient plutôt d'ordre qualitatif, émotionnel, intuitif, et est ainsi apparu tout un terrain, toute une nouvelle discipline au croisement de ces deux mondes, fait alors voilà, de cartes mentales, de sketch notes, d'infographie dessinée, de facilitation graphique, de scribing, plein de choses. Et ce terrain-là, bizarrement, est né d'un père ingénieur et d'une mère artiste, ou l'inverse, comme vous voulez, bref, d'une double filiation inattendue. Donc, en résumé de ce premier chapitre, il y a eu une invention de support, les arts dessinés hybrides, la pensée visuelle, il y a eu la formation de gens capables de lire, donc d'une vaste population capable de lire de la lecture complexe par 50 ans de culture de l'image, et tout ça, ça crée les conditions d'apparition de l'accompagnement par le dessin. Bon, c'est très bien, l'accompagnement par le dessin apparaît, on comprend comment il apparaît, mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi il est apparu. Pourquoi il y a cette émergence, pourquoi il y a eu ces inventions, pourquoi il y a eu cette société de l'image pendant tout ce temps-là. Et moi, alors c'est peut-être un peu mystique comme perception, mais j'imagine que quand un mouvement comme ça d'émergence est constaté dans le monde entier, c'est qu'il répond à un besoin beaucoup plus profond que ce dont on peut être conscient quand on est juste un des acteurs de cette émergence. Je me suis dit, pourquoi le monde a-t-il besoin aujourd'hui de ces supports dessinés hybrides? C'est un peu, voilà, je mets la barre un peu haut, mais pourquoi pas, quoi, hein, je trouve, voilà, autant prendre les choses avec un écran large. Et alors voilà, j'ai exploré plusieurs réponses dans le livre, en voici quelques-unes
Il y en a une qui est simplement de constater à quel point la complexité du monde a augmenté. Alors, j'imagine que vous venez d'entreprise, vous savez ça très très bien. C'est-à-dire, il y a 50 ans, je vais vous dire une évidence, quoi. Il y a 50 ans, quelqu'un qui entrait sur un business et où il pouvait se concentrer sur mon métier, voilà, mon métier. Et puis, c'est venu progressivement, mais voilà, on lui a dit, ouais, ton métier, c'est bien, mais la performance économique, il faudrait aussi y réfléchir. Et puis, les normes européennes, et puis la parité homme-femme, et puis l'impact écologique, l'impact social. N'oublie pas la disruption digitale, l'accueil des handicapés, la diversité. Maintenant, on parle même de la neurodiversité. Bon, j'en oublie certainement, mais je pense que vous avez tous en tête qu'aujourd'hui, n'importe qui, dans n'importe quel sujet, doit intégrer des informations qui ne faisaient pas du tout partie de son champ de préoccupation il n'y a pas si longtemps que ça, et ça n'arrête pas d'augmenter. Chacun de ces thèmes est évidemment un immense progrès, mais pour les intégrer, ça devient quand même très difficile pour nos cerveaux. C'est-à-dire, un décideur aujourd'hui, il devrait, s'il veut tenir compte de tout ça, il devrait lire des rapports épais, de tous les experts de les sujets, des rapports qui lui expriment le point de vue écologique, juridique, numérique, technique. Et donc le cri du cœur aujourd'hui de quelqu'un qui exerce un métier dans ces conditions, c'est « mais comment vous voulez que je lise tous ces rapports d'experts ?» Je ne dis pas que le dessin va vous sauver de cette situation, mais ça me paraît évident que nos cerveaux aujourd'hui aspirent à avoir ce qu'on leur offre, vous voyez, des visions intégrées, des visions globales, dans lesquelles on les aide à articuler toutes ces informations qu'on capte de part et d'autre et se créer des approches synthétiques. Donc les décideurs rêvent sûrement qu'on leur offre ça, peut-être qu'eux-mêmes peuvent apprendre à le faire. En tout cas, il m'a semblé là que l'émergence des formats hybrides texte et dessin répondait à un enjeu majeur. Et alors pourquoi le dessin est-il effectivement un outil d'intégration ? Eh bien parce que dans le langage ordinaire, vous pouvez très facilement constater que l'oreille est incapable d'écouter à la fois le mot blanc et noir. Et n'importe quel concept, vous êtes obligé de choisir, vous voyez, vous êtes obligé de faire se battre les deux mots, il y en aura un d'abord et puis l'autre après. Alors si vous êtes candidat à la présidentielle, par exemple, et que vous essayez de faire comprendre que oui, il y a plusieurs notions à faire comprendre en même temps, vous voyez, vous allez, dans toutes vos phrases, être obligé de dire oui, en même temps, et puis au bout d'un moment, on vous dira, bon, c'est un peu laborieux cette affaire. Mais en fait, c'est le propre même de la pensée linéaire que de ne pas réussir, sauf à utiliser des périphrases un peu complexes, à rendre compte de l'existence, la coexistence de notions contraires. L'image, elle permet de saisir en un seul regard deux notions. C'est comme ça qu'ont été créés, par exemple, les yin-yang des taoïstes. Un autre défi de notre époque, c'est le besoin de se comprendre. C'est-à-dire que nous sommes dans des cultures extrêmement variées. Je ne parle pas seulement du nord-sud, des musulmans et des évangéliques. Je parle aussi à l'intérieur d'une structure des juridiques, du marketing, de la production, du technique. Tous ces gens-là parlent à partir d'un socle de représentation mentale, un socle culturel différent. Et donc on a des besoins de rendre visible cet invisible-là, et donc il y a des approches par le dessin qui aident à creuser, à rendre visibles les représentations mentales. Je me suis dit, tiens, c'est aussi une des raisons qui peuvent faire que le monde en ce moment a besoin de ces supports. Et alors ce que je viens de dire là, vous pourriez dire, ok, mais vous nous parlez de l'image en fait, pas tellement du dessin. Tout ce que vous dites, on pourrait le faire avec des photos, on pourrait le faire avec des schémas. C'est vrai, mais alors le dessin a une vertu en plus encore. Si vous essayez de proposer une vision à une équipe et que vous allez piocher justement dans des photos, alors si vous voulez rendre compte d'une situation, montrer comment des clients demain seraient, vous allez prendre des photos, et puis après vous avez besoin de partager des chiffres. Alors là vous allez prendre un tableau Excel, et puis vous avez besoin de donner des mots-clés, vous allez faire une feuille de PowerPoint. À la fin vous avez un patchwork de machins, vous voyez, qui sont restés extérieurs à vous, que vous êtes allé piocher quelque part, et puis vous les donnez comme un puzzle aux gens en leur disant voilà, faites votre vision à partir de ça. Le dessin, il permet autre chose, c'est-à-dire, s'il y a un dessin, c'est qu'il y a eu un dessinateur. C'est-à-dire qu'il y a forcément, s'il y a un dessin, quelqu'un qui a reçu toutes ces informations très hétérogènes et qui a été capable, qui a fait l'effort de les digérer et vous voyez, de les faire passer par son corps, de les intégrer, et ensuite c'est sous son trait que sont dessinés tous ces éléments hétérogènes. Il va avec le même trait dessiner des graphiques, des éléments quantitatifs, des scènes de personnes en situation telles qu'on les voudrait demain, des valeurs, etc. Donc le dessin est vraiment un producteur de vision intégrative, comme nous en avons beaucoup besoin dans de nombreux domaines. Alors, pour que le dessin opère, il s'agissait aussi, je suis encore dans les préalables, de lui réinventer sa fonction.
Parce que traditionnellement, en Occident, on avait une vision finalement un peu binaire, séquentielle. On se disait, voilà, en gros, je pense, et puis une fois que j'ai pensé un sujet, je vais formaliser ma pensée pour la communiquer. Cette distinction-là, elle a probablement à voir avec notre séparation judéo-chrétienne entre l'esprit et le corps, l'idée platonicienne qu'il y a un monde éthéré des idées pures où on pense, et puis un monde grossier des formes matérielles, et qui sont deux mondes séparés. En Asie, c'est sûrement très différent. On peut aussi faire le lien avec la vision taylorienne, l'idée qu'il y a les gens qui pensent, qui sont les ingénieurs, et puis il y a les gens, les ouvriers qui sont dans la matière, qui opèrent. Alors, quel est le lien avec le dessin? C'est que le dessin, dans une vision comme ça, vous voyez, il était forcément à droite, parce qu'un dessinateur, c'est quelqu'un qui produit des formes matérielles, des formes grossières. Et donc, dans cette perspective-là, on considérait que le dessinateur, il intervenait certainement pas au moment où on pense. Il y avait déjà celui qui pense, et puis, une fois qu'on avait pensé, on disait, tiens, on pourrait, au moment où on communique, appeler un dessinateur. Mais en fait, là, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? On va lui faire faire un joli dessin pour décorer, pour distraire, vous voyez. Il n'y avait pas du tout l'idée qu'il pouvait intervenir dans une étape de création de valeur. Or, je vous rappelle ce que je vous ai dit au début, qu'une des vocations du dessin, c'est justement d'intervenir plutôt dans les phases amont. Traditionnellement, c'était comme ça qu'il était positionné. Et donc, utiliser le dessin exclusivement en aval pour communiquer, vulgariser, c'est passer complètement à côté de sa vocation historique, qui est justement d'accompagner la pensée en train de se former. Et donc, tout ce qu'on va voir ensuite est basé sur l'idée que le dessin peut intervenir en soutien de la pensée. Je pense, ensuite je formalise ma pensée, y compris par du dessin, pour la préciser, l'enrichir, la révéler, et du coup, je pense mieux. Donc ça change complètement, vous voyez, la position du dessin. La question, c'est pas est-ce que je fais des jolis dessins pour faire connaître ma pensée, c'est pour mieux penser. Alors on peut l'appliquer pour soi-même, et l'idée c'est alors qu'on externalise sa pensée sur le papier, et pris dans cette perspective, on peut considérer le dessin comme une école de la pensée, avec tous les outils qu'on va évoquer rapidement tout à l'heure. Ça peut être aussi un outil pour accompagner les autres. Donc quand quelqu'un pense, il peut faire appel à un dessinateur qui fera de la reformulation dessinée, qui va reproduire, vous voyez, qui va faire des effets miroirs sous forme de dessin, et ça va faire cheminer, progresser la pensée, avec l'idée bien connue que ce qui se conçoit bien se dessine aisément. C'est encore plus connu avec des équipes en intelligence collective. On fait travailler une équipe, il y a des choses qui émergent, et des facilitateurs graphiques vont reformuler en dessin, et ils vont aider la pensée à se préciser, à s'améliorer au fur et à mesure. Alors ça change complètement la position du dessinateur par rapport aux organisations. Jusque-là, traditionnellement, c'était la direction de la communication, l'interlocuteur des dessinateurs. Moi, j'ai commencé à dessiner, là, ça fait du coup 25 ans. J'avais fait une première expérience pour dessiner dans les entreprises. Bon, on m'emmenait auprès de la com, et j'étais là vraiment pour faire des supports. On me disait, on a déjà pensé à tout, il faut juste que vous nous aidiez à décorer le message. Aujourd'hui, tout a changé de ce point de vue-là. C'est-à-dire que le dessinateur, il accompagne tous les acteurs de l'entreprise. Dans votre langage d'entreprise, on peut dire qu'il a intégré la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il intervient pour soutenir l'intelligence collective, la réflexion stratégique, le management, l'innovation, les projets. Il est partout, en fait. Enfin, moi, j'ai des interlocuteurs partout. Et puis, exceptionnellement, j'ai des interlocuteurs du côté de la communication. Et je peux leur dire, non, mais ne vous inquiétez pas, je peux encore vous aider. Puis en plus, comme je comprends mieux votre activité, notre collaboration sera plus riche. Je parle de moi parce que c'est mon expérience, mais c'est de toute évidence le reflet de ce qui est en train de se passer globalement dans cette discipline. Donc, en conclusion, ce qu'on appelle pour un dessinateur accompagné par le dessin, une fois qu'on a mis en place toute cette perspective, c'est quoi? C'est plusieurs configurations. Ça peut être s'accompagner soi-même, ça peut être accompagner une personne, ça peut être accompagner un groupe, ça peut être accompagner une organisation. Et les accompagner comment? Avec un outil essentiel, qui est formuler, reformuler la pensée sous forme de dessin. Alors, de dessin, ça peut être plusieurs types de dessins. Ça peut être des prises de notes visuelles, ça peut être des schémas, des infographies dessinées, ça peut être des récits dessinés, de l'illustration, de la bande dessinée, ça peut être du dessin d'humour. Et plus ça avance, plus en fait, on mélange tout ça, et les dessinateurs, selon les besoins, utilisent l'un ou l'autre. L'accompagnement par le dessin, ça peut se faire en direct, ça peut se faire en différé, ça se fait sur tout support. Et le point important, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de produire une œuvre. Le dessin, dans cette configuration-là, est utilisé pour soutenir un processus au service d'une intention. Voilà la perspective générale.
Alors, une fois qu'on a donné la perspective, vous dites, mais de quoi il parle concrètement, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous proposer qu'on mette un peu les mains dans le cambouis. Et moi, je distingue trois niveaux de pratique de l'accompagnement par le dessin. Le premier niveau, je l'appelle gribouilleur modélisateur. Donc c'est un niveau mais qui est accessible à tout le monde, et il y a vraiment, dans les courants dont on parle ici, vraiment une invitation à chacun à s'y mettre, à oser, si ça vous intéresse. Hein, il n'y a pas d'obligation, mais voilà, il y a vraiment une invitation à démocratiser ce savoir-faire. Et comment apprend-on à devenir gribouilleur modélisateur? Eh bien, on apprend pas tellement d'abord en accompagnant les autres, mais d'abord en s'accompagnant soi-même. La meilleure école pour apprendre l'accompagnement par le dessin, c'est de s'accompagner soi-même. Moi, ça fait vraiment, en fait, je le nomme maintenant, mais en fait, ça fait 25 ans que je m'accompagne par le dessin, c'est-à-dire que j'utilise le dessin pas seulement pour faire des jolis dessins, mais vraiment pour m'aider à progresser dans la vie, dans mes réflexions, dans mes visions. À quoi ça peut vous servir de vous accompagner vous-même par le dessin? Déjà, vous pouvez y trouver vraiment du plaisir, quoi. Ce plaisir du gamin qui trace, c'est un plaisir qu'on peut recontacter très facilement et qui fait du bien. Ça, voilà, ça fait pas de mal. Ensuite, quand vous essayez de dessiner un sujet, vous pouvez vous aider à l'utiliser pour clarifier votre point de vue sur un thème. Là, on utilise le dessin comme un glaive, quoi, pour tracer une forme précise d'un sujet qu'on essaye d'aborder, de comprendre. Ensuite, ça peut stimuler le cerveau. Quand vous êtes concentré à essayer de traduire en images un sujet, vous êtes concentré sur ce que vous faites. Vous êtes complètement immergé, vous ne pouvez pas penser à autre chose, et il est probable que ça favorisera la mémorisation. Là, le dessin joue vraiment comme une encre. Une idée que vous avez dessinée, il y a peu de chances que vous l'oubliez, alors qu'une idée qui est entrée par une oreille et est sortie par l'autre, il y a plus de risques. Vous allez aussi faire des découvertes, c'est une occasion d'exploration de son monde intérieur, on pourra voir ça surtout vers la fin. Puis très simplement aussi, c'est une occasion de se relaxer. Alors il y a plein de techniques de détente par le dessin. Vous savez, la grande mode du coloriage. Aujourd'hui, il y a des rayons énormes, c'est un truc étonnant pour moi. Voilà, ça fait, je sais pas, 6-7 ans qu'il y a des rayons coloriage pour adultes qui se sont développés. Qu'est-ce que c'est qu'un coloriage? C'est un dessin, mais c'est un dessin où vous pouvez être complètement détendu puisqu'il est déjà réussi, en fait, il est déjà fait. Donc il n'y a plus qu'à colorier. Donc en fait, vous coloriez sans, vous voyez, comme dans les méditations zen, c'est-à-dire en oubliant complètement le résultat, vous êtes juste dans le plaisir de dessiner, de vous détendre. Voilà. Donc il y a d'autres approches, le zentangle par exemple, qui sont destinées à simplement dessiner, mais pour se détendre. Une autre finalité, c'est que vous pouvez produire pour vous-même une vision qui donne envie d'avancer. Moi, j'ai une pratique qui me paraît évidente, mais je me suis rendu compte qu'elle était très original en fait, c'est que chaque année en janvier, je dessine l'année qui vient. Donc je me suis rendu compte que tout le monde ne faisait pas ça, vous voyez, moi ça me paraissait très normal, mais en fait moi ça me fait beaucoup de bien, vous voyez, je dessine mon année, mais pour moi en fait je le montre à personne, c'est pour me faire une vision de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je veux pas rater, quels espaces je veux cultiver, voilà, un exemple de ce qu'on peut faire. Et puis vous pouvez visualiser votre gestion du temps, vos projets, clarifier vos priorités. Et puis évidemment, une fois que vous avez fait tous ces supports, vous pouvez les partager, les utiliser pour communiquer avec les autres, bien sûr. Alors, comment on fait? Y a un outil aujourd'hui dans le vocabulaire, on appelle ça le sketchnote. Là, c'est une appellation créée par Mike Road. Bon, c'est la prise de notes visuelle. Et en gros, vous prenez un carnet et puis vous mélangez plein de choses. Vous mélangez des gribouillages, des infographies dessinées, des cartes mentales, des dessins d'humour, des big maps, donc des paysages. Enfin, vous représentez votre problématique sous forme d'un paysage, de la bande dessinée, des reportages dessinés. Enfin, en fait, vous faites ce que vous voulez. L'idée, c'est que vous piochiez dans tous les possibles, qu'on balayera ensuite pour vous aider. Alors vous voyez que cette fresque-là que j'ai dessinée, en fait, c'est en soi un exemple de la façon dont moi, j'accompagne ma pensée par le dessin. Là, je suis allé très loin dans la qualité du dessin, parce que je voulais vous les montrer, alors je voulais frimer un peu, je voulais faire des dessins, voilà, bien léchés. Mais en fait, le premier jet, il était presque pareil, avec des bonhommes bâtons, et en fait, pour moi, ça suffisait, vous voyez. Donc, simplement, quand je me suis dit, tiens, ça sert à quoi de s'accompagner par le dessin, j'ai fait un dessin, comme ça, j'ai commencé à positionner, ah oui, et voilà, et ça m'a aidé peu à peu à faire le tour du sujet pour moi. Voilà, ça fait déjà une demi-heure là que je parle, et donc je vais vous proposer à ce stade première petite pause personnelle sur la première page de votre feuillet. Je vous propose de prendre
3 minutes, ce sera peut-être même 2 minutes, on va voir, simplement pour faire le point sur votre langage visuel actuel. Peut-être que ce sera très rapide, hein, on verra. Voilà. Donc 3 minutes pour recenser mon langage visuel actuel, pour vous, quand vous dialoguez avec vous-même. Qu'est-ce que vous utilisez comme schéma pour vous, puis quand vous essayez de faire des présentations pour les autres, c'est quoi voilà. Mais en fait, je suis sûr que vous utilisez des choses. Vous voyez, des flèches, des émoticônes, des symboles, des icônes, des schémas que vous aimez bien, qui reviennent souvent. Voilà, je vous propose, cherchez pas du tout à faire une œuvre, là encore c'est 2 minutes, c'est juste rassembler vos esprits. Mais au fait, c'est quoi mon alphabet actuel visuel? Alors, il n'y a pas de corriger évidemment ce que vous venez de faire, puisque c'est votre langage visuel, mais du coup, c'est l'occasion pour commencer de vous faire un panorama de ce qu'on trouve, en gros, là, dans tous les livres sur la pensée visuelle, la boîte à outils de base avec laquelle vous pouvez commencer. Il y a tout ce qui relève de la typographie, en fait, même si le dessin vous fait peur, vous pouvez travailler sur les typos, les lettres. Il y a tout ce qui est de l'ordre des icônes, là aussi c'est tout un langage. Déjà, voilà, rajouter des icônes dans ces prises de notes, c'est pas rien. Utiliser des formes de base, vous savez évidemment faire des cercles, des ronds, des carrés, avec ça, des cercles, des carrés, des triangles. Avec ça, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Si jamais vous osez mettre dans vos ronds et vos carrés des petits yeux et une bouche, vous obtenez un personnage, hein, vous rajoutez des bras et puis vous avez un personnage complet. Et si vous utilisez des émoticônes, vous savez bien que rajouter des personnages, c'est pas juste, vous voyez, pour être sympa, pour faire marrer, tout ça. Quand vous écrivez un petit mot et puis que vous mettez un smiley à côté, c'est parce que vous voulez donner à votre interlocuteur une information émotionnelle. Vous voulez lui dire, ok, là c'est un peu sérieux mon message, mais je t'aime bien, voilà, c'est un clin d'œil ou je sais pas quoi. Donc utiliser des personnages dans des prises de notes, c'est pas juste, vous voyez, pour décorer. En fait, c'est pour introduire dans vos prises de notes des informations que vous n'arriverez pas à dire par du texte, ou alors il faudrait faire des phrases très longues. Voilà, vous pouvez aussi utiliser des espaces. Si vous avez créé des personnages, vous pouvez les faire parler, mettre du texte dans des bulles. Tout à coup, vous ouvrez un champ de prise de notes très différent du champ classique. Puis vous allez créer des séparateurs pour délimiter des espaces, et ensuite vous créez des connecteurs pour connecter entre elles les zones que vous avez séparées. Vous allez utiliser des rayons qui vous permettent de mettre de l'énergie dans tout ça, et puis n'oubliez pas les vides, le silence, le blanc, c'est très important aussi. Voilà, ça c'est vraiment première boîte à outils. Rien qu'avec ça, vous prenez chaque pavé, vous pouvez réfléchir pendant des années pour progresser dans votre prise de notes. Mais c'est que le début. Alors, pour aller un peu plus loin, il faut voir qu'il y a 2 profils dont on a parlé de personnes qui entrent sur ce terrain de l'accompagnement par le dessin. Il y a les gens qui sont plutôt artistes, dessinateurs, et ceux qui sont plutôt modélisateurs, qui font des schémas. Donc vous avez compris que moi, je n'oppose pas ces 2 profils, je considère plutôt qui correspondent à 2 dimensions d'un territoire qui est en train d'apparaître. Et donc, à vous de vous situer. Est-ce que vous êtes plutôt du côté des modélisateurs, des dessinateurs? Et en fait, de plus en plus, on peut articuler ces 2 pratiques ensemble. Mais ces 2 pratiques intéressantes à repérer parce qu'elles correspondent à des processus mentaux très différents. Un modélisateur, c'est quelqu'un qui va d'abord écouter. Ensuite, il va extraire les informations clés de ce qu'il a écouté. Et il va ensuite chercher à modéliser ses idées. On va revenir là-dessus. Et ensuite, cette modélisation, il va l'intégrer dans une composition. Alors, je vais tout de suite vous proposer d'appliquer, voilà, ça va être vraiment 1 minute d'exercice. Sur votre 2e page, je vous propose d'extraire, donc c'est 2 minutes. Pour extraire, j'ai déjà parlé pas mal. Et donc, dans tout ce que vous avez entendu, s'il y avait 3 messages clés, 3 idées clés, vous aimeriez bien les retenir en partant. Et donc là c'est pas de la prise de notes visuelle, on est juste dans la phase d'extraction. Donc voilà, A, B, C, c'est quoi les 3 idées clés, puis ensuite on fera quelque chose avec. Mais, voilà, 3 idées clés dont vous dites tiens, j'ai entendu ça et j'aimerais bien le retenir. Bien, je vois les têtes se lever, donc vous avez dû pour l'essentiel noter des idées clés. Donc ça s'appelle extraire. Évidemment, c'est quelque chose auquel vous pouvez vous entraîner n'importe où, n'importe quand. Vous regardez une émission télévisée, les gens discutent pendant des heures, et vous pouvez vous entraîner à retenir les idées clés. C'est pas très sexy, ça. Ça vous a dit oui, bon, d'accord, je suis venu à une conférence, il m'a dit que je pouvais noter des mots-clés. Mais en fait, tout le reste, tout ce qui pourrait être impressionnant dans la suite, en fait, n'est construit que sur du sable si ceci n'est pas fait correctement. Plus important que de savoir dessiner, il s'agit de savoir quoi dessiner. Moi, je sais que quand j'accompagne par le dessin, 80% de mon activité est passée à écouter les gens et à me demander mais qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans ce qui est dit qui va mériter d'être modélisé, mis en dessin, etc. Si cette étape-là n'est pas faite correctement, le reste n'a pas beaucoup d'intérêt. Néanmoins, elle est assez rapide à expliquer. Voilà, vous écoutez, puis vous cherchez qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans ce que j'entends.
Ça, c'est donc la première étape du modélisateur. On ne va pas parler tout de suite de la modélisation, parce qu'en fait, plein de gens qui font de la pensée visuelle extraient comme ça des idées clés, puis ensuite ils passent à l'étape de composition. Composer, qu'est-ce que c'est? Composer, ça consiste à faire des choix délibérés de mise en page. Et le mot important là-dedans, c'est délibéré. Parce qu'on fait tous de la mise en page, quand vous prenez des notes, vous mettez en général votre nom, votre titre en haut, et puis vous commencez en haut à gauche, et puis vous avancez comme ça, de gauche à droite et de haut en bas. Vous faites ça parce qu'on vous l'a appris à l'école, en fait, parce que c'est une convention de mise en page qu'on vous a appris. Et donc, toute la pensée visuelle vient vous dire juste, hey, oh, tu sais que tu pourrais faire autrement, en fait. Tu sais que c'est juste une façon de faire parmi d'autres, en fait. Donc, il s'agit de rendre ça conscient. Pas forcément pour faire à tout prix différemment, mais pour se demander, dans chaque situation, quelle serait la bonne mise en page qui nous aiderait à atteindre notre objectif, si le but c'est de mémoriser, est-ce que c'est de retenir précisément des phrases, ou bien de capter juste quelques idées clés. Je ne vais pas prendre mes notes de la même façon. Et donc la pensée visuelle a produit tout un tas de compositions. Vous pouvez prendre vos notes en cadrant, de façon neuronale, de façon solaire. Alors là, on se rapproche de ce que Tony Buzan appelait les cartes mentales, qui classent les informations en essayant d'imiter la façon dont le cerveau les raccroche les unes aux autres. Vous pouvez faire des mises en page en gaufrier, comme en bande dessinée, ou sous forme de parcours. Et puis, si votre parcours s'inscrit dans un paysage, ça va s'appeler une big map. Voilà, tout ça, c'est des exemples, il y en a plein, des exemples de mise en page possibles. Vous pouvez aussi jouer avec ce que Dan Roam, un des experts de la pensée visuelle américaine, a appelé les attributs visuels. Ça consiste à jouer sur les couleurs, à jouer sur des ombres, des reliefs. Vous écrivez un texte, pourquoi ne pas lui mettre un peu d'ombre, un peu de relief? C'est tout simple. Mais en fait, d'un coup, vous mettez en valeur des éléments. Vous pouvez jouer sur des distances, vous pouvez jouer sur des orientations, vous pouvez jouer sur des directions, et puis vous pouvez jouer sur la taille. Ça, c'est ce qui déclenche le rire face à Laurel et Hardy ou Dalton. Vous voyez, dans nos mises en page, en général, on note tout à peu près de la même taille, alors qu'on pourrait mettre un titre énorme, vous voyez, et puis des petites infos en tout petit à côté. Voilà, il s'agit de gagner de la liberté au niveau de base. C'est d'abord gagner de la liberté par rapport à ça. Ça, c'est le niveau basique, mais qui peut déjà nous occuper pendant des années, de devenir libre de la façon dont on prend des notes, dont on compose. Et peu à peu, vous allez vous créer votre lexique à vous, votre langage à vous, dans lequel vous serez à l'aise. Ça, c'est de la composition. Alors, quand vous avez fait ça, ce que font beaucoup de gens qui font de la pensée visuelle, en fait, vous n'avez toujours pas commencé à modéliser. Modéliser, on en parle beaucoup dans la pensée visuelle, mais finalement, je trouve qu'on n'en fait finalement pas si souvent que ça. Qu'est-ce que c'est que modéliser? Modéliser, on peut le faire une fois qu'on a extrait des idées clés. Vous voyez, vous avez une série d'idées clés, A, B, C, D, E. Modéliser, c'est se demander comment on pourrait visuellement représenter les liens qu'entretiennent ces idées entre elles. Donc, par exemple, ce type là, qui est en train de réfléchir, il va penser à ces idées, ce qui va lui apparaître, c'est ce modèle-là. Bon, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi il réfléchit, mais vous voyez, un modèle comme ça, s'il a pensé à ça, c'est probablement parce que les idées B et C, il s'est dit B et C, c'est le socle, c'est les idées vraiment socles sur lesquelles tout repose. A, ça suppose, je ne peux aboutir à l'idée A que si les idées B et C ont été mises en place. Vous voyez, et par contre, c'est peut-être le toit qui protège, je ne sais pas, l'idée A. Et les idées autour, F, J, H, L, M, W, c'est des idées plus périphériques, elles ne sont pas centrales dans ma réflexion. Donc ça, c'est un exemple de modélisation. Comment on modélise? On part d'une liste d'idées clés et on se demande quels sont les liens qu'entretiennent entre elles ces idées. Alors, par exemple, on se dit c'est plutôt des enchaînements temporels. Alors là, vous travaillez en entreprise pour la plupart, vous êtes peut-être chef de projet haute, vous allez reconnaître un terrain bien connu, les enchaînements temporels. Comment on les dessine? On les dessine par des diagrammes de Gantt, des visions de processus, vous voyez. Tout ça, c'est pas très artistique, mais c'est en fait des codifications mélangeant de l'image et du texte par lesquelles on a modélisé des enchaînements temporels. Si vous repérez qu'il y a des relations d'inclusion entre des idées, vous pouvez vous appuyer sur les mathématiques, prendre des diagrammes de Lair, de Vannes, pour représenter des inclusions. Si vous repérez qu'il y a des relations dans l'espace, vous pouvez les dessiner aussi de cette façon-là, des relations entre niveaux de logique, des liens logiques. Vous voyez, là, on est vraiment dans un monde qui n'est pas du tout celui qu'on étudie dans des écoles d'art, quoi. On n'est pas dans Mickey Mouse, là. On est vraiment, voilà, on me dit, ah oui, là, c'est le monde des ingénieurs. Mais dans cette nouvelle discipline, bizarrement, comme je vous le répète, ce monde des ingénieurs se mélange avec le monde des arts dessinés. Et donc, par exemple, je me suis amusé à
à essayer de modéliser le petit chaperon rouge. Vous voyez, donc un sujet voilà, qui n'est pas du tout traité en entreprise en général. Et donc, bon, c'est discutable, hein, mais de mon point de vue, le petit chaperon rouge, ça commence par des enchaînements temporels. Il faut qu'elle choisisse le bon chemin et elle finit par choisir le chemin qui aboutit, qui lui fait rencontrer le loup. Puis la deuxième partie, c'est des relations d'inclusion, puisqu'elle arrive devant l'immeuble F de Mère Grand, qui inclut la chambre G de Mère Grand, qui inclut la chambre G de Mère Grand, inclut le loup H, et le loup H inclut dans son ventre Mère Grand I. Vous voyez, voilà, donc c'est de la modélisation de conte. Et puis la fin du conte, c'est plutôt des liens logiques. On pourrait faire un arbre des causes, vous voyez, il y a parce que le petit chaperon rouge hurle, parce que le chasseur est dans le coin, parce que le chasseur a un fusil et un couteau, parce que le loup est sensible à ça, eh bien, Mère Grand va pouvoir être libéré du loup. Voilà, c'est pour vous montrer que toute cette pensée visuelle venue du monde des ingénieurs se mélange en fait très très bien avec le monde des arts dessinés, et que ça, moi, par exemple, quand je structure une bande dessinée, ça m'aide à penser cette bande dessinée. Voilà, tout ça, c'est deux champs qui peuvent fonctionner très bien ensemble. Des modèles, vous en avez plein dans tous les domaines. Là, on ne peut pas en faire le tour, c'est à vous de faire votre recherche. Voilà, n'importe quel schéma qui sert à représenter des liens entre des idées est un modèle sur lequel vous pouvez copier. Vous me voyez venir. Vous avez repéré 3 idées clés. Et donc, je vous propose quelques minutes. C'est vraiment pour voilà, vous mettre le cerveau là, dans cette perspective-là. Vous demandez, tiens, si je prends 3 minutes pour prendre ces idées et essayer avec de composer, modéliser, c'est quoi le schéma, la composition sur cette page de droite que j'aurais envie de formaliser pour représenter les liens que ces 3 idées entretiennent entre elles. Et donc là, ce que vous n'allez pas faire une œuvre, c'est voilà, vous demandez-vous, tiens, si je voulais représenter ces 3 idées sur un schéma, qu'est-ce qui m'aiderait à les mémoriser, à les intégrer, à les partager? Quelques minutes d'exploration personnelle. Bon, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté, et puis d'autres qui sont encore dessus. C'est trop court pour aller au bout, évidemment. Je voulais juste vous donner la saveur de à quoi ça ressemble de se poser cette question, de se mettre dans cette opération mentale. Donc on a vu là tout le processus du modélisateur. Maintenant, l'artiste dessinateur, qui est en vous, il fonctionne avec un processus très différent. Alors, je ne vais pas prétendre résumer là toute la pratique artistique, vous voyez, je ne vais pas résumer ce qu'est l'art ici. Là, je fais une réduction pédagogique. Ce qui m'intéresse, c'est juste de montrer un processus qui, par contraste avec celui du modélisateur, peut vous ouvrir des perspectives. Mais évidemment, l'art, c'est plus compliqué que ça. Mais voilà. On peut quand même dire que dans une pratique d'artiste-dessinateur, on va écouter, bien sûr, et puis l'artiste, il va transposer, il va faire un pas de côté. Quand il est dessinateur, il va être obligé de faire ce pas de côté, parce que s'il entend, par exemple, libérer les énergies, bah, ça ne se dessine pas, en fait. Libérer les énergies, ça ne se dessine pas. Donc il va être obligé de trouver une transposition qui se dessine. Donc par exemple, il va se dire, ah, bah, briser des chaînes. Voilà, libérer les énergies, c'est peut-être briser des chaînes, ça se dessine. Mais ça, vous voyez, c'est pas visuel, c'est une transposition, c'est un pas de côté. Ensuite, il va mettre en scène, se demander comment je peux représenter un type qui brise ses chaînes, et puis ensuite, il va intégrer ça dans une composition. Alors la transposition, c'est vraiment une notion très différente de ce qu'explore le modélisateur, mais qui peut être vraiment intéressante pour s'accompagner par le dessin ou pour accompagner les autres par le dessin. Donc par exemple, quand quelqu'un, vous pouvez le faire avec vous-même, hein, mais si vous entendez quelqu'un dire, voilà, vous parlez de libérer les énergies, ben, un artiste dessinateur va faire des effets miroirs sous forme de dessin. Il va dire, bah, moi je ne peux pas dessiner, libérer les énergies. Donc est-ce que vous pensez plutôt à ça, c'est-à-dire à quelqu'un qui s'envole, vous pensez à permettre aux gens de déployer leurs ailes, déployer leurs talents, ou bien vous pensez plutôt à ça, je donne les clés, vous voyez, une notion de délégation, je donne du pouvoir, ou bien vous pensez plutôt à ça, vous pensez plutôt libérer les énergies, c'est la révolution, c'est faire tomber la vieille société, ou bien vous pensez plutôt à ça, libérer les énergies, c'est donner du choix, faire que les gens, vous voyez, puissent choisir leur chemin. Bah, en fait, tant que vous n'avez pas choisi, vous voyez, la vision qui vous correspond, on n'en sait rien, quoi. Donc ces effets miroirs-là, par transposition, peuvent vraiment aider à cheminer, et aider à cheminer soi-même, si on se l'applique à soi-même. Donc vous voyez, là on garde le rythme, hein, on garde le rythme. Pour terminer sur les petits exercices et vous avoir donné une vision d'ensemble de ce premier niveau, quoi, hein, de gribouilleur modélisateur. L'autre approche, là vous avez travaillé plutôt dans une logique de schématisation, et je vous propose de prendre quelques minutes pour transposer ces idées et vous dire, voilà, ça serait quoi une métaphore? Donc cette fois, ce n'est pas un schéma,
c'est vraiment voilà, une image. Cherchez pas à faire un beau dessin, c'est absolument pas la question. C'est plutôt chercher quelle serait l'image qui vous aiderait à mémoriser ça, à le dessiner. Je sais bien que dans certains cas, peut-être que vos schémas avaient déjà une partie de métaphore, hein, parce qu'en fait, ce sont, voilà, par exemple, un arbre, c'est un peu les deux, hein, c'est à la fois une métaphore et un schéma. Mais voilà, quelques minutes pour réfléchir sur la transposition. Bien, je vois des têtes qui commencent à se lever. Encore une fois, c'est vraiment pour vous donner une saveur de l'exercice, pas pour que vous alliez forcément au bout à ce stade. Donc voilà, on a fait un premier parcours très rapide de ces deux approches, l'approche du modélisateur et l'approche de l'artiste-dessinateur. Et vous avez compris que je ne les oppose vraiment pas. L'idée, c'est vraiment de réconcilier ces deux approches et puis de trouver en vous-même ces deux personnages, le modélisateur, l'artiste, et de voir comment vous pouvez les utiliser selon les cas, selon les besoins. Parce que le processus de l'accompagnant par le dessin, c'est un processus qui articule ces deux logiques à la fois. Si vous accompagnez par le dessin, vous allez écouter, vous allez extraire, vous allez modéliser, vous allez transposer, mettre en scène, composer, tracer. Et puis si vous êtes en direct, pendant que vous faites tout ça, vous continuez à écouter, vous continuez à extraire ce qui se passe, etc. Alors, vous allez faire ça pour vous-même, si ça vous intéresse. Et puis peut-être un jour, vous sentant à l'aise, vous allez commencer à vous dire « Tiens, je pourrais le faire pendant une réunion du club de tennis et commencer à le faire pour les autres ». Et donc, à quoi ça peut servir d'accompagner par le dessin un groupe, une équipe ? J'ai senti le besoin, ça aussi, de le modéliser, parce que je trouve que les clients qui font appel à des dessinateurs ont souvent une vision assez étroite de ce dont il s'agit. Ils se disent, il va nous faire marrer, ça va être hyper drôle, ou bien, voilà, on va communiquer. Voilà. Or, avec toute la perspective dont je vous ai parlé précédemment, on peut comprendre qu'en fait, le dessinateur peut apporter beaucoup plus que ça. Donc aujourd'hui, je le décris comme ça, en disant, il peut vous aider pour inspirer une équipe. Vous voyez, tout ce qui est de l'ordre d'encourager l'agilité. Quand vous avez un dessinateur, ça met les gens sur une certaine longueur d'onde qui va stimuler la création, l'innovation, mobiliser l'intuition, l'émotion, favoriser la résolution de problèmes. Et par ces effets miroirs dessinés, il peut vous aider dans l'inspiration. Il y a tout ce qui est, c'est un autre champ, tout ce qui est de l'ordre de clarifier. Vous voyez, il va vous aider à préciser les choses. Donc, vous pouvez appeler un dessinateur pour concrétiser, modéliser. Un dessin, ça y est, hop, tout de suite, j'ai modélisé en 2D une idée parce que j'en ai fait un croquis. Il peut m'aider à matérialiser l'avancement d'un sujet, rendre visibles des éléments qualitatifs, synthétiser, simplifier, expliciter. Il y a évidemment tout ce qui est de l'ordre de partager, y compris la communication, mais pas seulement. Le dessinateur va aider le partage de points de vue, soutenir l'intelligence collective, et puis il va aussi vous aider à capitaliser, garder une trace. Une bande dessinée, si vous faites une bande dessinée sur un sujet important chez vous, il est probable que les gens le garderont plus longtemps qu'un PowerPoint. Probable, vous voyez, donc c'est un support de capitalisation qui peut être puissant. Après, il y a ce que j'appelle fluidifier, c'est-à-dire mettre de l'huile dans les rouages de la dynamique. Et c'est à l'intérieur de ça qu'on va mettre l'humour. Vous allez faire appel à un dessinateur d'humour qui va à la fois faire rire, surprendre, mais pas seulement pour faire marrer. Il va aussi formuler des critiques constructives, pointer les aspérités. Et puis, il ne faut pas le minimiser, il va aider à créer l'événement. Il y a un aspect de performance, c'est valorisant pour les gens qui ont dit des choses, que ce soit retraduit en dessin. Et puis enfin, il y a tout ce qui est de l'ordre orienté. Un dessinateur va vous aider à faire émerger une vision, à se projeter dans le futur, produire une image qui donne envie, qui donne du sens et qu'on peut raconter. Voilà, c'est un panorama qui va quand même plus loin de oui, le dessinateur, ça va nous faire marrer. Vous voyez, ça peut servir à beaucoup de choses. Mais vous voyez que ce sont des objectifs assez stratégiques qui ont vraiment de l'importance. Et donc, quand on veut vraiment faire ça, il est temps de se poser la question d'un niveau qui soit un peu supérieur au niveau gribouilleur-modélisateur. Gribouilleur-modélisateur, pour moi, c'est le niveau vraiment, alors que j'encourage tout le monde à s'y mettre, à prendre des notes, à devenir libre de prendre des notes comme il le veut. Et puis, vous pouvez aussi, dans vos équipes, dans votre environnement, prendre des notes et aider le groupe avec ça. C'est le niveau de compétence que les entreprises peuvent facilement internaliser. Vous envoyez quelques personnes faire un stage de 2 jours, lire quelques livres. Assez vite, ils peuvent commencer à faire un premier niveau. Après, il y a le stade professionnel, il y a l'émergence aujourd'hui d'une population en fait très nombreuse dans le monde entier, alors que j'appelle là les facilitateurs par le dessin, qui sont des gens qui se consacrent à ça à temps plein. Et donc l'idée que je voudrais bien clarifier, c'est qu'il y a donc un nouveau rôle qui a émergé. On connaissait le rôle du facilitateur, hein, celui qui permet que les débats aient lieu. On connaissait le rôle du consultant, qui souvent facilite, mais en plus va donner son avis sur le fond des choses. Et il y a un nouveau personnage, un nouveau rôle, qui est celui qui
reformule visuellement ce qui est dit par le groupe. Donc il est plutôt modélisateur ou plutôt dessinateur, vous avez compris que je n'oppose pas les deux. Ce rôle, il est à temps plein, parce que quand vous faites ça en direct, vous devez jongler en même temps avec l'écoute, la transposition, la modélisation, la composition, la mise en scène, l'extraction, vous continuez à écouter en même temps. En plus, il y a toujours un gars qui vient vous voir et qui vous dit « il y a une faute d'orthographe par ici ». Bref, vous avez le cerveau comme une pastèque quand vous sortez de la séance, donc n'imaginez pas que quelqu'un puisse faire ça et en même temps être en train d'animer la réunion ou de servir le café. Ce n'est pas possible. C'est un métier qui demande vraiment beaucoup d'investissement si on veut le faire bien. Pour qu'un accompagnant par le dessin sache accompagner une équipe, il faut qu'il ait un temps d'avance sur ce qui est en train de se dire dans l'équipe. Donc ça peut sûrement s'internaliser dans les entreprises, mais mettez ça au bon niveau. C'est-à-dire, quelqu'un accompagnera une équipe si la reformulation visuelle qu'il propose a un temps d'avance sur ce que les gens disent, pour que les gens puissent rebondir dessus. S'il est en arrière, ça servira de compte-rendu à la fin, mais c'est autre chose. Et un professionnel, ça doit être aussi quelqu'un aujourd'hui qui doit être capable de vous aider à vous repérer dans cette espèce de jungle incompréhensible, vous voyez, voilà, qu'est-ce que c'est que du scribing, du sketchnote. Alors je vais vous proposer un premier balayage de toutes ces modalités, quelques éléments de repérage. On ne les verra pas tous, mais voilà, quelques-uns. Parmi toutes les modalités possibles d'accompagnement, il y a ce qu'on appelle le gribouillage. Gribouiller, c'est donner aux membres d'une équipe, à des gens qui doivent travailler ensemble, des crayons, et puis les inviter à s'expliquer ce dont ils parlent par des crayons, avec la possibilité de modifier l'image au fur et à mesure. Voilà, gribouillage. Le sketch note, c'est surtout ce dont on a parlé jusque-là, c'est-à-dire la prise de notes pour soi-même, pour retenir mon avis, ce que je retiens d'un sujet. Le scribing, on pourrait dire, c'est du sketch note, mais public. C'est-à-dire je prends des notes, mais cette fois, c'est pour que ce soit public, utilisé par les autres, plutôt dans une logique de compte-rendu. Vous voyez, à la fin, les gens ont ça leur fait un compte-rendu de la séance. La facilitation graphique, c'est presque la même pratique, sauf que ce n'est pas pour un compte-rendu, c'est pour favoriser les interactions en direct. Donc, ce n'est pas la même finalité. Le reportage dessiné, c'est encore tout autre chose. Vous faites venir un dessinateur un peu comme un ethnologue ou un journaliste. Donc, il ne va peut-être pas vous parler de ce qui se passait sur scène. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est qu'à la machine à café, il s'est passé un truc. Oui, il va voilà, lui-même suivre sa subjectivité et rendre compte d'une ambiance, de détails, d'aspérité. Donc, ça peut être très intéressant, mais il faut savoir que c'est autre chose que la facilitation graphique. Le dessin d'humour, c'est encore autre chose. Ça va être un accompagnement plutôt, voilà, en mettant en valeur des aspérités, en proposant des pas de côté, en jouant le fou du roi. La performance artistique, c'est encore autre chose. Vous faites venir quelqu'un, il ne va pas modéliser le contenu de ce que vous dites, il va faire un pas de côté, puis tout à coup vous proposez un miroir énergétique, surprenant, décalé par rapport à ce que vous abordiez. La graphique analyse, c'est encore autre chose, c'est de la production de dessins animés en direct. Donc on vient faire toutes les demi-journées une espèce de show où on raconte ce qui s'est passé d'une façon décalée en projetant des dessins. Le storyboard de projet, ça consiste, vous savez ce que c'est qu'un storyboard de cinéma, le film n'est pas encore tourné et déjà on dessine le film qu'on veut atteindre à la fin. Donc le storyboard du projet, c'est on demande à un dessinateur de représenter ce qu'on veut obtenir à la fin. L'innovation par le dessin, ça consiste à articuler 3 types de dessins. On connaît depuis très longtemps dans les innovations techniques le dessinateur technique qui fait les plans techniques. Enfin, maintenant, il les dessine en infographie, évidemment. Mais, il y a le dessin design qui, dans une acception un peu réduite, est centré sur la forme, quoi, et qui va dessiner l'objet, le téléphone magnifique. Et puis, il y a une autre forme d'accompagnement qui est le dessinateur qui va dessiner les usages du produit. Et donc là, vous avez des illustrateurs, des auteurs de bande dessinée qui peuvent venir vous dessiner des mises en situation de ce que vous allez représenter. Il y a le storytelling dessiné. Le storytelling dessiné, vous prenez une équipe, un produit, une marque, n'importe quoi, et vous proposez à un dessinateur de raconter cette histoire. Il y a partout des milliards d'histoires passionnantes. C'est complètement autre chose que tout ce qu'on a vu avant. Et puis vous pouvez raconter les histoires des gens, mais vous pouvez, et c'est encore une autre démarche, essayer de capitaliser leur méthode. Vous savez, quand il y a des anciens qui vont partir, des connaissances tacites, pas faciles à formaliser, vous pouvez demander à un dessinateur de vous traduire par des supports hybrides dessinés des connaissances de gens et de les capitaliser, d'aider à les capitaliser. Il y a tout ce qui relève de l'infographie dessinée. On sait bien qu'aujourd'hui, c'est devenu à la mode de faire des infographies quantitatives. On rassemble des données quantitatives via des schémas sur des grandes planches. De plus en plus, ça devient nécessaire d'inclure dans ces infographies des éléments qualitatifs, avec des petits dessins qui donnent des éléments émotionnels, des éléments plutôt de contexte, de système.
Bon, ça, voilà, il y en a d'autres, mais vous avez les principales ici. Je vous les ai présentées comme, vous voyez, des cases étanches les unes aux autres. En fait, quand on intervient, moi j'inclus un dessin d'humour, une séquence de bande dessinée, une infographie dessinée dans une carte mentale qui structure une fresque de facilitation graphique dans laquelle, une fois numérisée, pourra être intégrée dans un support de connaissances dessinées que pourra être collé dans mon carnet de sketchnotes. Retenez pas tout ça, l'idée, c'est qu'en fait, voilà, tout ça, c'est des poupées russes. C'est intéressant de comprendre et qu'un professionnel, quand vous avez des besoins, vous aide à situer le centre de gravité de chaque approche. Vous compreniez, selon votre besoin, qu'est-ce qui est nécessaire, quels intervenants savent faire quoi. Mais après, bon, en fait, il n'y a pas de frontière étanche entre tout ça. Voilà, ça c'était l'étape professionnelle facilitateur par le dessin. Alors, si on prend un peu de recul maintenant par l'évolution de ce secteur, je vous ai en gros décrit ce qui existe, quoi. Voilà, à ce stade, je pourrais m'arrêter là. Je vous ai décrit ce qui existe. Si j'ai encore quelques minutes, oui, j'ai encore 10 minutes, j'ai envie de vous partager la vision que j'ai, moi, de la façon dont c'est en train d'évoluer, tout ça. Parce que moi, je trouve ça passionnant d'être sur un terrain en pleine émergence. Il y a 10 ans, je n'imaginais pas que ça apparaissait. C'est en train de venir, voilà, dans le monde entier, et puis même tout autour de moi, des tas de gens que je rencontre me disent « Ah oui, j'ai fait une formation de facilitation graphique », alors qu'il y a 5 ans, ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Donc il y a quelque chose qui est en train de se structurer, et je me demande ce que ça va être dans l'avenir. Ce que je peux dire pour l'instant, pour en avoir discuté avec d'autres professionnels, c'est que le premier niveau, très clairement, il correspond à une compétence qui est en train de se démocratiser. Donc ce genre de conférence essaie d'y contribuer. Et plein de gens contribuent à ça, essayer de démocratiser ce savoir-faire. Et puis c'est une compétence qui est en train d'être internalisée dans les organisations, qui envoient des gens en formation, qui leur font lire des livres. Voilà. Donc ça, de plus en plus de gens vont s'approprier cette écriture. Du coup, les professionnels se sont dit, oui, mais nous, il faut quand même qu'on montre comment nous, on est un peu meilleurs que ceux qui se sont formés pendant 2 jours. Donc, il y a des logiques de labellisation qui sont en train d'émerger. Alors, ce n'est pas encore complètement mûr. Il y a des réflexions européennes, mais voilà, c'est quelque chose qui est en cours. Et puis, il y a des notions d'industrialisation qui apparaissent. On m'a parlé de ça en particulier aux États-Unis, qui commencent à y avoir des entreprises sur le mode des cabinets conseils, avec, vous savez, des partenaires seniors qui vendent les missions, et puis en dessous des juniors qui savent faire des fresques selon des modèles standardisés et qui vont répondre aux missions. Donc voilà, il y a une logique d'industrialisation de l'accompagnement par le dessin qui est en train d'apparaître. Je ne sais pas si ça va être une tendance en France, je n'en sais rien. Mais voilà, on sent bien une tendance de structuration de ce secteur. Bon, moi, dès que ça devient un peu standardisé, j'ai envie d'aller dans le pas d'après. Donc je me dis, OK, mais d'accord, tout ça, ça s'industrialise. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ça va être quoi l'étape suivante? Ce qui est évident, c'est que la technologie va jouer un rôle. En fait, la technologie a joué un grand rôle dans l'accompagnement par le dessin, parce que s'il n'y avait pas le numérique pour permettre de diffuser très rapidement, de modifier très rapidement des dessins, on n'aurait pas développé toutes ces approches, quoi, hein, si on était resté sur du papier. Voilà. Donc on peut déjà dire que demain, d'autres technologies vont apparaître et vont permettre d'autres formes d'accompagnement par le dessin. En particulier, tous les gens que j'ai interrogés m'ont dit non, quelque chose dont on a besoin, c'est des systèmes qui permettent de plus en plus de créer des fresques collectives. Vous voyez, que des gens dessinent ensemble et produisent ensemble une vision. Donc voilà, je ne fais pas un pari très risqué en disant que des tas d'éditeurs doivent être en train de réfléchir à ça et que des outils viendront pour permettre de faire des créations collectives. Mais ça ne marchera que si les gens ont appris vous voyez, un langage visuel minimum, sinon ça ne servira pas à grand-chose. Donc voilà, la technologie viendra, mais finalement la technologie, moi, ne m'intéresse pas beaucoup, puisque oui, les technologies progressent, mais on ne les utilisera que si en face, nous les humains, nous savons nous hisser au niveau de la technologie. Et du coup, quand j'ai abordé ce sujet, voilà, j'avais déjà écrit les 3/4 du bouquin, et puis à un moment j'ai réalisé, mais en fait je n'ai pas encore décrit le vrai truc, quoi. Je me suis dit, oui, j'ai dit qu'il y avait une dimension artistique, j'ai dit qu'il y avait une dimension de modélisation, d'accord, mais ce dont je parle, j'utilise le mot accompagnement par le dessin, d'autres parlent de facilitation graphique. La facilitation, l'accompagnement, ce n'est pas artistique, ce n'est pas de la modélisation, c'est de la relation. Donc il y a une compétence d'accompagnement qui est forcément centrale dans ce métier, puisqu'on choisit de l'appeler comme ça. Mais alors, je vais être précis parce qu'il y a des gens dans le secteur, je lis beaucoup de choses évidemment là-dessus, et régulièrement j'entends des gens dire non mais voilà, l'avenir d'un facilitateur graphique, une fois qu'il sait faire facilitateur graphique, il faut qu'il devienne facilitateur. Et donc, comme si finalement tout ce dont je parle là, c'était juste une compétence annexe des consultants, des animateurs.
mais que le destin de quelqu'un qui veut grandir dans ce métier, c'est au bout d'un moment d'avoir le vrai métier, vous voyez, d'être consultant, facilitateur. Moi, il se trouve que je l'étais dans le passé, donc je n'ai pas très envie de me donner comme perspective de revenir à ce que j'ai fait avant. Et je crois surtout qu'il y a vraiment un potentiel encore inexploré dans cette fonction très précise du gars qui se tait, qui est muet et qui fait des reformulations visuelles, des effets miroirs dessinés vis-à-vis d'un groupe. Donc la question, c'est comment ce personnage muet peut intégrer beaucoup plus une dimension relationnelle et d'accompagnement dans son travail. Et alors une première chose qu'on m'a dit, que les gens que j'ai interrogés m'ont dit, les professionnels, ils m'ont dit, mais on fait appel à nous en ce moment de plus en plus à des niveaux stratégiques. Alors ça a des conséquences. Parce que une chose qui a été observée, que j'ai trouvée très intéressante, c'est que quand vous voyez, vous faites une réunion stratégique et puis au lieu de présenter un projet sur lequel une grande décision doit être prise sous forme juste de graphiques et de PowerPoint, vous faites appel à un illustrateur qui va dessiner les concepts clés. Ben, d'un coup, il y a un effet hypnotique du dessin qui fait que les décideurs sont comme scotchés par le dessin, ne regardent que ça, et du coup les dessinateurs, j'en ai interrogé 2 ou 3 qui m'ont dit mais je me rends compte qu'en fait j'ai une influence, j'ai une influence sur le système dans lequel je dessine, parce que je ne sais pas bien ce qu'ils voient dans mes dessins, et je ne sais pas dans quelle mesure ça influence les décisions qu'ils ont prises, derrière lesquelles il y a des impacts humains. Voilà. Donc un des aspects, je crois, de la montée de conscience des gens qui pratiquent ces métiers, ce sera de se voir de plus en plus, non pas seulement comme un dessinateur qui fait des dessins intéressants, même si c'est bien modélisé, tout ça, mais comme des gens qui sont insérés dans un système. Et ça sera intéressant aussi que ceux qui les accompagnent les insèrent bien dans ce système. C'est-à-dire qu'ils voient, je suis là, mais ok, il y a un décideur, il y a un projet que je vais dessiner. Ce projet, il impacte des acteurs, il y a un porteur du projet, il y a un commanditaire. Enfin voilà, c'est un exemple de vision systémique. Et puis moi, je vais dessiner, et ce dessin va avoir une influence sur une décision. Et cette décision, elle aura des conséquences. Bon, évidemment, il n'y a pas que ça, il y a plein d'éléments qui jouent en parallèle. Mais voilà, je me dis, tiens, de plus en plus, les gens qui veulent exercer ce métier devront développer une vision systémique. C'est une façon de comprendre que c'est de l'accompagnement et pas juste de la production de dessins. Mais ce n'est pas le plus intéressant à mon avis. Le plus intéressant, c'est que pendant longtemps, j'ai abordé cette pratique comme elle était présentée dans plein de livres, c'est-à-dire comme une discipline très rationnelle. Il y a plein de gens dans des livres sur la pensée visuelle qui disent qu'il s'agit de ranger ses idées. Donc, ranger ses idées, vous voyez, c'est assez rassurant. Bon, je les mets dans des tiroirs, voilà, et puis après, c'est plus clair. Et à mesure que j'accompagnais, je me rendais compte qu'il se jouait des choses à un niveau complètement différent. C'est-à-dire que, je ne dirais pas qu'on joue sur de l'inconscient, mais que la pratique du dessinateur intervient à un niveau au moins subconscient, c'est-à-dire qui est sous la conscience. Que très souvent, ce qui se passe, c'est que j'entends quelque chose qui est l'expression d'un ressenti, mais sans conscience de ce qui est en train de se dire. La personne prononce une phrase, une métaphore, elle ne se rend même pas compte de l'énormité de ce qu'elle est en train de dire. Sauf que moi, je l'entends. Et moi, je le dessine. Et du coup, quelqu'un l'entend. Et le fait que ça a été dessiné déclenche une prise de conscience. Ils vont me dire, mais oui, mais c'est exactement ça, regardez. Un des signes que j'ai de ça, c'est que très souvent, quand j'interviens dans des séminaires, et puis que je fais tout à coup une reformulation dessinée de ce qui s'est dit, les gens rient. Vous voyez, j'ai l'impression d'être Gad Elmaleh devant un public. Et en fait, si j'essaye de refaire la présentation à ma copine le soir, elle me dit oh, c'est pas très drôle en fait ton truc. Je me dis mais pourquoi ils ont rigolé? Pourquoi ils ont ri? Parce que le rire est un signe justement de quelque chose qui n'était pas conscient et tout à coup qu'on voit et ça nous fait rire. On se dit ah mais oui c'est nous, ah mais oui on a dit ça. Vous voyez, c'est un signe d'une montée à la conscience d'un élément qui n'était pas conscient. Donc là d'un coup, si on aborde l'accompagnement par le dessin non plus, vous voyez comme ranger des idées, mais comme une mise à la conscience d'éléments subconscients, ça devient quelque chose de beaucoup plus subtil. Du coup, réfléchissant là-dessus, j'en suis venu à me dire que ça valait le coup de s'inspirer pour comprendre cette pratique, pas seulement de ce qu'on fait dans la pub, dans la com, mais d'aller voir du côté des métiers, de l'accompagnement vraiment, de la thérapie, de l'écoute active, etc. Et ça m'a amené à réfléchir à l'idée, par exemple, de l'écoute graphiquement active, me dire quelqu'un qui accompagne par le dessin, il va pratiquer plusieurs outils, il va pratiquer la présence silencieuse, qui n'est pas rien, un thérapeute nous dira, quelqu'un qui écoute, c'est pas rien. Moi, je me rends compte que si je suis dans un séminaire, le simple fait qu'il y ait un gars, même s'il dit rien, qui en fait, les gens comprennent très vite, il nous écoute et il dessine ce qu'on dit, ça change l'atmosphère, ça change la qualité. Donc moi, je dois m'interroger sur quelle est ma posture, même quand je dis rien, dans ce système. Ensuite, il y a un outil central qui est la reformulation dessinée.
la reformulation, les thérapeutes l'utilisent beaucoup, en fait. Et une chose que disent tous les gens qui utilisent ça dans un contexte d'accompagnement, c'est que c'est risqué, la reformulation, parce qu'on a toujours tendance à plaquer sur l'autre notre monde à nous. Vous voyez, c'est toujours tentant, en fait, plutôt que de reformuler ce qu'il a dit, d'amener notre idée. Et pour un dessinateur, alors ça, mais c'est tellement tentant, vous voyez, d'être face au groupe et puis, au fond, de leur dire, même si c'est pas jamais dit aussi explicitement, mais en fait, on leur dit « Bon, j'ai bien écouté vos échanges, mais franchement, ça volait pas haut. Hein. Alors, moi, j'ai préféré dessiner mon point de vue, qui va certainement beaucoup vous intéresser. » C'est très tentant pour un dessinateur de faire ça, et même, souvent, s'il fait pas ça, il a l'impression de ne pas être très utile, vous voyez, parce qu'il se dit, voilà, faut que j'apporte ma valeur ajoutée à moi, vous voyez. Donc, sauf que si on regarde ça vraiment dans une logique d'accompagnement, en fait, c'est une forme de brutalité, en fait. C'est jamais de mon monde dans une équipe qui n'a rien demandé, voilà. Et donc, si on essaye d'appliquer des logiques plutôt d'accompagnement sérieuses, eh ben on se dit que le travail du dessinateur, il est vraiment de capter les métaphores utilisées par les gens, et ce qu'ils utilisent sans arrêt, sans le savoir. Donc il va capter, par exemple, si j'entends « nous jouons au pompier pyromane », hop, tac, ça, voilà, on dessine, ça appartient au groupe. Ils sont dans leur tour d'ivoire, hop, tac, on dessine, le tour d'ivoire. Ouais, c'est un projet tentaculaire, hop, tac, on dessine les tentacules. Et peu à peu, vous voyez, en faisant des effets miroirs, mais basés vraiment sur l'imaginaire des gens, on peut recréer toute une mythologie qui est leur mythologie et sur laquelle ils pourront travailler. Donc là, on est vraiment bien loin, vous voyez, du système de je classe mes idées. Voilà, on est vraiment sur un accompagnement qu'on peut se faire avec soi-même aussi, hein, d'ailleurs. Voilà. Et puis le troisième aspect, c'est la question dessinée. C'est le dernier outil. La question dessinée, ça ouvre un sujet qui peut être assez troublant quand on commence à maîtriser la pensée visuelle. Avec la pensée visuelle, on a appris à faire des belles synthèses, hein, comme je vous ai montré. Vous prenez un sujet, puis vous arrivez sur un A4 à résumer toutes les composantes de ce sujet. Vous dites « génial, je suis arrivé au bout ». Sauf que là, on peut vous dire « ouais, mais les gens à qui tu montres ça, tu leur montres finalement un sujet qui est fermé, c'est clos, c'est comme un mur, c'est terminé, il n'y a plus rien à voir, tout est dit. » Or, si je suis dans une logique d'accompagnement, mon intention, ce n'est pas de mettre les gens face à des murs, c'est de créer des fresques, des miroirs qui posent question, qui donnent envie d'aller plus loin, qui donnent envie d'ouvrir. Et donc la question, c'est comment on peut, par le dessin, créer de la question dessinée, que nos fresques soient inspirantes pour aller plus loin plutôt qu'elles ne ferment les sujets. Voilà, la dernière chose, pour justement introduire du mystère, introduire la question, il est intéressant pour un dessinateur d'aller encore un cran plus bas par rapport à tout ce qu'on a dit et de s'interroger sur des représentations aussi simples que celle-ci. Vous voyez, un schéma très classique en entreprise, on a mis un triangle, une flèche, un rond, bon, très bien. Celui qui a fait ça pourrait légitimement dire, vous voyez, notre vision est parfaitement rationnelle. D'ailleurs, vous voyez, nous la modélisons sous une forme géométrique, triangle, flèche, cercle parfait. Sauf que si vous êtes un accompagnant par le dessin, eh ben, c'est intéressant que vous questionniez tout ça et que vous disiez aux gens, mais est-ce que vous avez conscience que ce sont des structures symboliques au passé chargées? Est-ce que vous avez conscience qu'une pyramide, qu'un triangle, ça évoque une pyramide, c'est-à-dire des tombeaux royaux pour les Égyptiens, des autels de sacrifices humains chez les Mayas? Est-ce que vous avez conscience qu'une flèche, c'est une arme perforante? Est-ce que vous avez conscience que votre rond, c'est un astre, lune ou soleil, vers lequel vous pointez ici la flèche? Je ne fais qu'introduire ces notions. Mais l'idée, c'est peu à peu, et on peut le faire avec soi-même en s'accompagnant. Au départ, on manipule des formes rationnelles, des triangles, tout ça. Et puis plus on avance, plus on se rend compte que ce dont il est question, c'est de travailler sur ce que les psychanalystes appellent des symboles, et donc sur des couches très profondes de la psyché. Et c'est une exploration qui, là, demande beaucoup plus de conscience que tout ce qu'on a pu aborder jusque-là. On est encore bien loin de la modélisation, simplement, ou de la transposition. Voilà, j'ai fait un panorama très vaste et évidemment trop rapide de tout ça. Ce que je voulais, c'est pas que vous reteniez chaque idée, mais c'est que vous entendiez qu'il y a, dans cette discipline émergente, qui continue de m'émerveiller, des parcours énormes qui vont de la prise de notes d'une recette de cuisine avec quelques dessins jusqu'à des outils de connaissance de soi très en profondeur. Et ce voyage-là, moi je suis dedans, il ne fait que continuer, et vous y êtes bienvenus. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.